Donc on aurait pu faire ce parallèle-là. Maintenant, il faut aussi dire, c'est vrai, le Tchad, c'est pas le Burkina Faso. Il y a des similitudes, mais il y a également des différences. Mais ce que je peux dire, c'est que Blaise Compaoré, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, et déjà même avec le CNL, dont il était le numéro 2 de Thomas Sankara, le Burkina a connu les pires années de Blaise, par la suite avec le Front populaire, avec des assassinats politiques d'opposants, et sa garde rapprochée, le régiment de sécurité présidentielle, était célèbre à travers un fameux slogan: si tu fais, on te fait, et il n'y a rien. C'est seulement après l'assassinat de Norbert Zongo et le mouvement populaire qui a suivi qu'aujourd'hui on disait au Burkina, si tu fais, on peut te faire, mais c'est pas sûr qu'il n'y ait rien, parce que le peuple était mobilisé à se battre contre l'impunité. Et pour ça, il faut dire que les mouvements populaires des 30 et 31 octobre, il ne faut pas le voir comme un aboutissement, une finalité. Ça a été un processus pour lequel beaucoup de Burkinabés sont tombés, beaucoup de Burkinabés sont morts. Il y a eu des organisations de la société civile dans les années 90 qui n'ont pas posé la question de la prise de la conquête ou de chasser Blaise Compaoré, non, mais qui ont plutôt posé la question en termes d'élargissement des libertés publiques, des libertés politiques au Burkina Faso. De travailler de sorte que ce pouvoir-là ne puisse plus tuer des enfants du pays des Burkinabés pour leur prise de position. Donc depuis 20-25 ans, les Burkinabés se sont battus depuis le CNL jusqu'à ce que nous ayons un espace de liberté qui permette que le peuple puisse se soulever, comme on l'a vu les 30 et 31 octobre. Maintenant, sur l'observation que mon voisin a faite, je voulais dire, c'est sûr, pour moi, les mouvements des 30 et 31 octobre, c'était une insurrection populaire, mais on ne peut pas parler de révolution, dans la mesure où ces mouvements ne remettent pas même en cause les questions liées à la domination néocoloniale de notre pays, les questions liées à la présence de troupes militaires, notamment françaises et américaines au Burkina Faso, ne remet pas en cause l'application des politiques néolibérales qui ont contribué, autant pour le Burkina Faso que pour bien d'autres pays, à mettre nos pays dans la situation dans laquelle ils sont. Donc ce sont des soulèvements, c'est un soulèvement populaire, mais qui constitue à un moment donné, qui est caractéristique du niveau réel aussi de notre peuple à un moment donné, et qui constitue en même temps une étape supérieure par rapport à ce que le pays a connu par le passé. C'est dit qu'il y a de nouveaux chantiers qui existent, des chantiers sur lesquels nous devons travailler. Et je vais finir par là. Ce soulèvement populaire, il avait 3 issues possibles à mon avis. La première issue, vous avez vu, en 48 heures, 24-48 heures, il y a eu d'abord le chef d'état-major général des armées qui s'est proclamé, autoproclamé président du Faso. 24 heures plus tard, il y a eu Zida, le lieutenant-colonel Zida, qui a été imposé par le régiment de sécurité présidentielle, c'est juste, et il faut effectivement le dire. Par la suite, il y a eu un général à la retraite, Lougué, qui est allé à la télévision pour faire une déclaration de prise de pouvoir. Et dans le même sillage, on a vu une opposante qui aurait été conduite de force à la télévision nationale pour faire une déclaration pour dire qu'elle assurait la transition. Ça veut dire au Burkina, à ce moment bien précis, il y avait un risque de guerre civile. C'est une réalité, dans la mesure où il y avait différentes fractions au sein des forces armées. Et nous savons que les armées néocoloniales, comme chez nous, c'est des armées au sein desquelles sont tapis de nombreux foyers putschistes. Donc c'était une issue qui était véritablement la plus dangereuse. La seconde issue, c'est celle que nous voyons, qui n'est pas la meilleure, mais qui est mieux que l'issue pouvant conduire au coup d'État, l'issue pouvant conduire à une guerre civile, qui est celle de réforme, qui ne résout pas la crise dans le fond, mais qui permet à un moment donné de sauvegarder des acquis et d'aménager des espaces de liberté pour que les organisations ou les forces politiques et sociales qui se battent pour un changement véritable puissent au moins avoir un cadre au cours duquel continuer. Et la troisième issue, et qui n'est pas effective cette fois-ci, mais qui, je l'espère, le sera un jour, c'est l'issue révolutionnaire, qu'il y ait véritablement la victoire de la révolution au Burkina Faso. Donc c'était ces compléments que je propose aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces clarifications sur le Burkina. Il y a 3 choses sur le débat très intéressant de ce matin, sur France-Afrique ou pas France-Afrique. Parce que justement, ce débat n'est pas celui-ci. La France-Afrique,
qui a été développée il y a de cela des décennies. Et le monde a complètement changé. Avant, c'était la France qui partait en bataille pour sauver ses propres intérêts. Et même la France qui se heurtait, par exemple, aux Britanniques. On se remémore le Nigeria, le Biafra, etc. Aujourd'hui, le monde a changé. Et comme le disait notre camarade Bourgeot, dans cette mondialisation du capitalisme financiarisé, comme on dit, la France est la tête de pont, plus pour elle-même, puisqu'elle fait partie d'une zone qui s'appelle l'Union européenne, et elle intervient au service du CAC 40, ça a été dit ce matin, des transnationales. Donc, c'est pas France-Afrique ou pas France-Afrique, c'est France-Afrique qui a complètement intégré le monde bouleversé d'aujourd'hui par rapport aux décennies passées. Donc peut-être qu'il faut retravailler ce concept, et c'est un bon exercice, et c'est très bien qu'il y ait eu ce débat ce matin, et c'est un bon exercice, y compris pour nos amis de survie. Ils font un grand travail et il faut les saluer et les encourager pour la suite. Peut-être faut-il trouver les mots qui conviennent, pour reprendre le travail d'hier sur le pouvoir des mots, djihadisme ou terrorisme, gouvernance, etc. Moi, je n'ai pas de mots propres, mais c'est aujourd'hui, ça serait France nationale Afrique. Peut-être la bonne image. Deuxième chose, sur les accords de coopération entre la France et des pays africains. Je veux profiter là de dire deux mots très rapides sur la manière dont sont décidées les choses, vraiment en cercle fermé. Et là, c'est les résurgences de la France-Afrique. Il y a une loi qui a été votée sous Sarkozy qui oblige maintenant à ce que ces accords soient soumis à approbation des deux chambres du Parlement français. Mais nos députés et sénateurs français sont maintenus dans l'ignorance des problématiques africaines, j'ai envie de dire. Et il faut savoir, par exemple, qu'il y a des accords de coopération et de défense passés entre la France et le Sénégal, entre la France et la Côte d'Ivoire, entre la France et Djibouti, qui sont passés au Sénat en deuxième lecture, là, après l'Assemblée, de mémoire en décembre 2013. Est-ce qu'il y a eu débat? Non. Les sénateurs n'ont absolument pas débattu de la chose. Et ça a été voté en 1 minute. Et les seuls à ne pas avoir voté contre, ce sont les sénateurs communistes. Voilà comment on décide de la vie de ces accords et donc des conséquences dans les pays en question. C'est pour qu'on mesure la façon dont se décident les choses et dont on entretient l'ignorance, y compris, et qu'on empêche le débat, y compris des représentants de la nation française. Voilà, troisième élément, tout autre. Mais vraiment dernier. Là. Dernier, promis. Sur la question donc des richesses du sous-sol. Et je crois que nous avons besoin de regarder ce qu'il se passe ailleurs dans le monde et des résistances, parce qu'il y a des résistances partout. Et j'entends l'idée d'avoir moins d'États et communautés qui pourraient se réapproprier ces richesses. Si seulement ça pouvait être cela, mais le monde en est loin, j'ai envie de dire. Par contre, il faut regarder attentivement, non pas que ce soit un modèle, mais ce qu'il se passe en Amérique latine.
latine, où là, pour le coup, il y a des États démocratiques et validés par des élections. Il y a des mobilisations populaires. Quand Evo Morales est élu dès le premier tour avec 61% des voix, contre vents et marées, alors que le voisin nord-américain fait tout pour déstabiliser, c'est un caractère populaire. Et regardons ce qui se passe du côté de l'Amérique latine, où il y a une réappropriation des richesses du sous-sol, la terre mère, la terre nourricière. Et il ne s'agit pas de transposer, c'est pas un modèle, mais là, en l'occurrence, c'est l'État qui défend, avec toutes les limites, pour aller beaucoup plus loin, mais qui défend les intérêts des populations et des richesses pour mettre fin au pillage et que les richesses du sous-sol profitent au développement des pays. Et en Afrique, c'est aussi cela qui doit être en réflexion. Là, c'est pas le concept de Pachamama, c'est la terre de nos ancêtres qui est pillée. Et comment on fait preuve d'imagination, de créativité pour reprendre possession des richesses et qu'elles soient utilisées pour le développement endogène. Merci. Merci Dominique. Je voudrais revenir sur l'intervention de M. Koulibaly avec cet aspect assez important à mon sens de relais de la France par les pays africains à l'ONU. C'est un aspect assez oublié parfois par moi. C'est vraiment la France sans les pays africains à l'ONU n'a plus aucun poids. Sa place en tant que membre du Conseil de sécurité se pose réellement, vu qu'elle n'aurait plus de zone d'influence. C'était très bien de le rappeler. Là-dessus, nous continuons à éditer un journal qui est Pied d'Afrique, et Odile Domner continue à faire les éditos. C'est notamment dans le journal que sont publiés les articles dont a parlé monsieur. Sur les accords, l'accord juridique encadrant l'intervention CERVAL, alors il n'est pas secret, hein. Il est disponible sur le site de Légifrance, donc il est officiel, à l'inverse de l'accord de défense qui pour l'instant n'a toujours pas été publié, alors même qu'il a été signé dans l'été. Et sur la question du budget, alors qui va payer? Pour l'instant, je peux vous le dire, c'est nous, en tant que Français, c'est les contribuables français. Et sur cette question se calque un petit peu la question de coût public et gain privé, puisque ce sera sûrement le contribuable français qui va payer les interventions, et ce seront les capitalistes français qui profiteront de la situation qui sera, à mon sens, mise en place. Sur un petit peu l'état des lieux de la lutte contre l'impérialisme français, peut-être mon collègue du Parti communiste pour en parler mieux que moi. Il faut quand même noter que dans le débat public français à l'heure actuelle, on assiste vraiment à un retour en force de l'idée interventionniste, et c'est tant défendu par notamment le député, c'est-à-dire qu'il faudrait absolument pas lâcher l'Afrique, et on assume de plus en plus, je trouve, notre interventionnisme, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et sur la question des procès ou des affaires judiciaires, survie et partie civile d'un certain nombre de procès, principalement sur la question du Rwanda. On a notamment déposé une plainte il y a peu contre le colonel Baril, qui était dans son action au profit des forces génocidaires rwandaises. Et on a eu une petite victoire, c'était en janvier dernier, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec le procès Simbi Kangwa, qui était le premier procès de génocidaire français en France, au sein duquel on était partie civile, et qui nous a donné raison, et qui a donné raison à notre ligne. Et sur l'intervention de Dominique Josse, avec cette idée de la France-Afrique dans la mondialisation, on essaye au maximum d'analyser la France-Afrique dans ce cadre-là, et notamment dans notre dernier livre qu'on vient de sortir en octobre, on a tout un passage sur les entreprises, et notamment comment celles-ci se mondialisent et se servent du système de la France-Afrique comme un petit peu avantage comparatif, et en quoi cette spécificité france-africaine les aide même au sein de leur déploiement international.
Merci Yannick. Yves. Moi, je voulais juste ajouter que le colonel Marine, qui a accompagné avant, pendant et après le génocide au Rwanda, c'est ce même colonel de l'armée française reconverti dans une société de sécurité qui forme l'armée tchadienne. Et puis il y a aussi le colonel Jean-Marc Gadouillet, qui est aussi conseiller militaire du président Déby. Je voulais aussi répondre au professeur Mamadou Coulibaly par rapport à son intervention qui stipule que les matières premières, les ressources telles que l'uranium doivent appartenir à des associations ou à des communautés. Moi, je pense que les pays africains étaient essentiellement, la plupart étaient agricoles et ils ont aussi un cheptel important, les pays d'élevage. Donc après le déclenchement du pétrole, dans certains pays, voilà, on a découvert du pétrole. Donc la plupart de ces pays puisent actuellement leur budget sur des ressources émanant du pétrole ou soit du gaz. Avant, c'était plus des recettes douanières ou bien des organismes régaliens de l'État. Si nous prenons par exemple l'exemple du Tchad, c'est que nous avons une économie productrice et renouvelable, à savoir l'agriculture et l'élevage. Mais depuis, 90% de nos exportations proviennent du pétrole. Donc c'est comme ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Et puis l'agriculture et l'élevage a été délaissée. Mais moi je pense que l'agriculture et l'élevage peuvent appartenir à la communauté, à des coopératives sous forme de conglomérats, etc. Mais les ressources telles que le pétrole, l'uranium ne peuvent pas. Par exemple, si la région productrice peut en bénéficier, par exemple, quelques pourcentages plus élevés que les autres, mais ça doit être régulé par l'État. Donc, au Niger, l'uranium et avec la découverte du pétrole aussi, c'est la société du patrimoine de mines de Niger, la Sopamine, qui gère tous ces minéraux, toutes ces ressources. Mais il faut savoir qu'Areva, à elle seule, est aussi un État. C'est comme un État. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple du président Mamadou Tandja, il est élu démocratiquement, il a fait 2 mandats. Certes, il a essayé de modifier la Constitution. Et la Constitution du Niger stipule qu'on peut tout modifier sauf la Constitution. C'était antidémocratique. Mais le fait qu'il y ait eu le coup d'État des militaires, c'est que ça a été instrumentalisé par Areva. C'est financé en partie par Areva. Pourquoi? Parce qu'il voulait retirer le permis de la mine d'Ivoirien à Areva. Et maintenant, le président Issoufou est un président élu démocratiquement. Il y a une démocratie au Niger. Mais même pour les négociations avec Areva, il y a beaucoup de risques, je pense. Je vous remercie. Merci. Pour une petite précision, si mes souvenirs sont bons, le président Issoufou est quand même un ancien directeur d'Areva au Niger. C'est ce qui fait qu'il reste quand même des liens extrêmement proches. Voilà, Merci beaucoup. Et je demande les excuses pour avoir fortement dépassé le temps prévu pour ce premier panel de ce matin. Je vous appelle revenir ici à 11h25. Merci. Tout à l'heure, l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Mali nous a fait l'amitié d'accepter donc d'intervenir ici dans le colloque en essayant de développer le point de vue de l'Afrique du Sud sur les questions de sécurité en Afrique. Mais il nous avait dit qu'il serait là vers 11h. Donc si au moment où il arrive, je vous demanderai d'avoir la gentillesse un peu de regagner la salle au moment où il serait là, pour qu'on ne le fasse pas trop attendre. Remercier son Excellence l'ambassadeur d'Afrique du Sud d'avoir bien voulu accepter notre invitation et aussi le fait qu'il ait accepté de venir partager un peu nos préoccupations et peut-être de nous faire part de l'expérience de l'Afrique du Sud en matière de gestion de sécurité et électronique.
Merci, Excellence, vraiment d'être venu et nous sommes vraiment touchés par votre disponibilité. Je vous remercie. Je donne la parole au modérateur. Nos amis sont bien dans la salle. Oui, je pense que... Vous aviez insisté avant la sortie, mais s'il y a encore des gens, il faut faire le maximum de gens. C'est essentiel. Pour ouvrir cette séance, et pour l'essentiel, on va donner la parole à son Excellence Mokou. Comme a dit le Dr Ndiaye, qui nous a fait l'honneur de venir partager notre débat, j'allais dire notre combat. Le combat de la société civique africaine avec ses partenaires, la Fondation Rosa Luxembourg et Gabriel P. Personnellement, je suis un peu ému parce que ça me ramène en 1964, quand j'étais assis en face d'Olivier Tambo, qui était un des hommes de confiance de Nelson Mandela et qui était un peu son ambassadeur à travers l'Europe auprès des mouvements estudiantins, des mouvements de libération nationale africains. Et quand je me retrouve avec le représentant d'Afrique du Sud, libre, au Mali, assis à ma droite, pour s'adresser à nos amis, je vous prie de l'écouter beaucoup parce que nous avons certainement beaucoup de choses à apprendre. Je vous remercie. Merci, M. Traoré. Professeur Ndiaye, Mesdames et Messieurs, le ministre même de corps diplomatique et le représentant de l'organisation internationale, Mesdames et Messieurs, le membre du Forum civique et de la Fondation Rosa, Mesdames et Messieurs. Je voudrais remercier le Forum civique pour l'occasion. Je voudrais remercier le Forum civique pour l'occasion qui m'est offerte de partager avec nous la vision de l'Afrique du Sud sur le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Je voudrais également féliciter le Forum civique et de la Fondation Rosa pour cette plateforme au cours de laquelle l'occasion est donnée pour discuter avec d'autres acteurs importants. Les moyens et les moyens pour résoudre le problème de paix et la sécurité sur le continent. Mais avant de me poursuivre, je voudrais rappeler en cette auguste assemblée la disparition de notre bien-aimé Nelson Mandela il y a bientôt une année. Quand on parle de question de paix et de sécurité, il est important de se rappeler le rôle central que l'ancien président Mandela a joué dans la transition pacifique de l'Afrique du Sud. Ce fut un acquis remarquable qui nous a laissé de nombreux enseignements dans le domaine de la paix et de la sécurité. Dans une de ses déclarations, il disait, je cite, « Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devrez travailler avec votre ennemi. Ensuite, il devient votre partenaire. » Fin de la citation. Mesdames et Messieurs, parlant de la paix et la sécurité sur le continent Afrique, du point de vue des Sud-Africains, il y a deux questions pertinentes. D'une part, les perceptions de l'Afrique du Sud de la gestion de conflits
et l'éclat d'autre part, la façon de traiter une société suite à un conflit. En tant que donnée qui est importante de recherche de la vérité, la réconciliation et la paix dans la justice, le monde se souviendra que l'apartheid était déclaré crime contre l'humanité. Nous aurions pu opter pour la Cour internationale de justice au dépend de la vérité et de la réconciliation. Mais en ce moment, nous aurions opté pour la justice seulement. Il y a fut de dire que les familles laissées orientent pour recourir dans la loi et amener ceux qui sont responsables de la disparition de leurs parents et faire face à la plénitude de la loi et leur faire payer pour leurs actions atroces. Au cours des 2 dernières décennies, l'Afrique du Sud a partagé son expérience avec des États sur le continent dans les résolutions de conflits et échanges d'expériences. Il s'agit de la RDC, Soudan du Sud, Burundi, Zimbabwe et tout dernièrement Lesotho pour ne citer que ceci. Le temps ne permet pas de donner le détail de toutes les zones où l'Afrique du Sud fut impliquée dans les résolutions des conflits. Mesdames et messieurs, cette année, l'Afrique du Sud célébrait le 20e anniversaire de sa transition démocratique. Une transition qui marquait également à la fin de l'état d'exil de notre pays, à notre pleine intégration dans les structures et processus de la communauté internationale, et particulièrement ce qui c'est du continent africain. En prenant notre place dans la communauté de nations, il y a eu de fortes attentes formulées par notre transition pacifique dénommée la Miracle sud-africain. Et la statut emblématique de l'ancien président Nelson Mandela comme maître de la réconciliation et pardon. En fait, notre propre transition pacifique au sorti de la guerre civile et où c'est sûr que de notre approche de l'équité reste un exemple pour le monde de la façon dont un pays profondément divisé au bord de la catastrophe peut construire une nation par un dialogue tout intrusif. Depuis 1994, une priorité de notre politique étrangère était d'accélérer notre intégration dans les communautés internationales et de promouvoir un système fondé sur les règles internationales et à travers la participation active et constructive aux institutions de processus multilatéraux. De plus, notre politique étrangère était inspirée par notre histoire et notre philosophie, guidée par les principes au premier rang desquels il y a le désir de monde plus juste, humain et équitable. Dans la conduite de nos relations internationales, nous attachons la plus grande importance à la promotion des droits et de l'homme.
la démocratie, la justice et la primauté du droit international. Il est important de noter que dans la création d'une vision pour la paix et la sécurité sur le continent, il y a trois aspects importants cruciaux. Tout d'abord, au niveau national sud-africain, Afrique est une centre de notre politique étrangère. À cet égard, le politique étranger de l'Afrique du Sud dit, je cite, la création d'une meilleure Afrique du Sud et la contribution à une Afrique mieux et plus sûre dans le monde mieux est le résumé et la conceptualisation d'une politique plus sûre, politique étrangère sud-africaine qui permet d'un pays d'être une bonne citoyenne au monde. Pendant ce que le pays s'est engagé dans les communautés régionales, continent, international, il cherche à créer un environnement dans lequel il peut réaliser son programme socio-économique national ainsi que ses intérêts politiques et sécuritaires. Fin de citation. Ainsi, également, l'Afrique du Sud est renforcée par les convictions que la sécurité et le développement de l'Afrique du Sud sont inextricablement liés au bien-être de notre continent. Nous ne serons en mesure de réaliser pleinement nos engagements en matière de développement de nos propres populations et si nous pouvons bénéficier conséquent les capacités économiques d'Afrique du Sud sont déployées pour promouvoir une paix et la sécurité sur le continent africain. Ensuite, au niveau continent, la vision d'Afrique du Sud sur la paix et la sécurité va de pair avec celle de l'organisation continentale, l'Union africaine, créée pour faire face à la sécurité et autres questions de développement. À cette fin, il est important de rappeler l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000, article 3 sur les objectifs de l'Union au point qui stipule que l'Union africaine doit promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. G, promouvoir le principe de l'institution démocratique, la participation populaire et la bonne gouvernance en tenant d'humain compte le charte des Nations Unies et la Déclaration universelle de droits de l'homme. L'Afrique du Sud a joué un rôle actif dans le restructuration de l'Organisation de l'Unité africaine, en particulier dans le but de renforcer la capacité de l'Afrique et régler les conflits sur le continent. Il est très important de noter que depuis le lancement de l'Union africaine en Afrique du Sud en 2002, il a mis en place, consolidé une architecture de sécurité et de la paix globale. L'architecte est basé sur le paradigme qui reconnaît la diplomatie préventive comme centre
centre d'éradication de conflits sur notre continent. Ces mécanismes mis en place par l'Union africaine témoignent la détermination de notre continent à relever le défi de paix et de sécurité de façon globale. Je voudrais rappeler le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de 2002, qui indique que les objectifs pour lesquels le Conseil de paix et de sécurité établis sont A. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, enfin de garantir la protection et la préservation de la vie et le bien. Le bien-être du peuple africain et de leur environnement, ainsi que la création des conditions propices au développement durable. B. Anticiper et prévenir le conflit. En cas de conflit, le Conseil de paix et la sécurité a la responsabilité de faire régner la paix et prendre des mesures pour la consolider afin de résoudre ces conflits. C'est de promouvoir et mettre en œuvre la construction de la paix et l'activité de construction post-conflit pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence. Comme vous pourrez le constater spécifiquement le rôle important que le Conseil de paix et la sécurité jouait dans les efforts de construction post-conflit et de développement, PCRD. Mesdames et messieurs, au niveau international, il est important de connaître que le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationale. Il agit au nom de l'ensemble de membres des Nations Unies. Cependant, l'action de l'Union africaine se place dans le cadre du chapitre 8 de la charte de prévoir le rôle d'arrangements régionaux dans le maintien de la paix et la sécurité internationale. Mesdames et messieurs, dans cette brève présentation, je vous en parler de comment l'expérience d'Afrique du Sud en matière de paix et de sécurité a joué dans sa politique étrangère. Et j'ai également souligné que le continent africain était au cœur de notre politique étrangère et qui est cette fin l'action Afrique du Sud, actions de l'Afrique du Sud vont le pair avec celle de l'Union africaine. Au cours de vos discussions, vous parlez certainement de différents protocoles qui réglementent nos actions sur les continents. Il est également important de ne pas prendre de vue le progrès politique important que le Mali a réalisé au cours de cette année. Nous venons de célébrer il y a quelques mois de cela l'anniversaire de l'élection présidentielle au Mali qui ont porté son Excellence Ibrahim Keïta
au pouvoir et la nomination d'un nouveau gouvernement. Elles ont été suivies d'élections législatives réussies. Cela prouve combien la coopération entre le pays peut aider à prévenir à la paix avec l'aide de l'organisation régionale. Madame et Messieurs, je voudrais exprimer une fois de plus ma profonde gratitude pour avoir partagé avec vous l'expérience d'Afrique du Sud et nous rappelons l'importance de mettre l'accent sur la vente, la conciliation et la paix plutôt que la justice. Je vous souhaite plein succès au reste de vos travail. Je vous remercie. Bon, vous venez d'écouter cette brillante allocution, brillante exposé sur en fond les grandes lignes et le principe de la politique étrangère de l'Afrique du Sud en matière de paix et de sécurité. Nous allons donc demander aux amis, les uns et les autres, qui veulent prendre la parole, de s'inscrire. Vous annoncez les noms. Je voudrais m'associer au président du forum Conseil Sandiaï pour remercier son Excellence, M. l'ambassadeur d'Afrique du Sud, qui a bien voulu se joindre à nous par rapport au débat que nous entretenons depuis hier. Son Excellence, tout à l'heure, au cours de son intervention, a volontairement omis de parler de la position de l'Afrique du Sud par rapport à l'attaque contre le régime de Kadhafi. L'Afrique du Sud s'est opposée. Le président Jacob Zuma a été un des rares chefs d'État à se prononcer contre l'intervention de l'OTAN et des pays impérialistes en Afrique du Sud, en Libye. Également, nous savons que l'Afrique du Sud, par rapport au conflit ivoirien, a intervenu pour qu'on trouve une solution africaine. Malheureusement, les interventions impérialistes ont amené l'Afrique du Sud à se retirer. L'Afrique du Sud, post-apartheid, est une opportunité, une chance pour l'Afrique. Elle est la seule puissance en Afrique. Puissance économique, puissance industrielle, puissance militaire et même puissance humaine. Je crois qu'il y a un jeu d'intérêt, un conflit d'intérêt avec les puissances étrangères par rapport au travail, au combat que mène l'Afrique du Sud pour redonner à l'Afrique toute sa gloire. Nous avons apprécié au Mali le rôle que l'Afrique du Sud a joué quant à la restauration des archives de Tombouctou. À l'époque, le président Thabo Mbeki lui-même s'est déplacé pour venir à Tombouctou. Oui, c'est pour dire, si l'Afrique doit occuper une place au Conseil de sécurité, de réviser ce qui est un rêve, c'est l'Afrique du Sud qui doit occuper la place qui revient à l'Afrique. Malheureusement, à l'époque, lorsque le problème s'est posé sous le secrétaire général, notre compatriote du Ghana, comme j'ai oublié son nom, Kofi Annan, l'impérialisme français s'est servi du président Ouad pour contrecarrer la candidature de l'Afrique du Sud. Donc, il faut que les forces progressistes d'Afrique, les vrais patriotes en Afrique,
reconnaisse que le rôle que l'Afrique du Sud, post-apartheid, peut aujourd'hui jouer en Afrique. Pour redonner à l'Afrique toute sa gloire, toute sa place dans le Conseil des Nations. Je vous remercie. Avec un vif intérêt l'intervention de son Excellence, qu'il en soit d'abord félicité, mais surtout qu'il en soit remercié. Je serai très bref, mais je voudrais dire qu'il y a moins de décennies, nous avons tous salué l'avènement du troisième millénaire comme un symbole fort de changement. Mais malheureusement, nous constatons que nous ne nous inscrivions pas dans cette dynamique de changement. Et c'est dommage. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, l'Afrique est un creuset d'excellence. Mais force est de constater que depuis un certain temps, ça risque de devenir un trempe de médiocrité à divers niveaux. Et ce sera dommage. Et comme on a l'Afrique du Sud en face de nous, je voudrais partager avec vous cette célèbre adresse de Nelson Mandela à l'endroit des Occidentaux. Il disait, je cite, « Tout ce que vous faites pour nous, et sans nous, vous le faites contre nous. La question est de savoir, ceux qui font ça contre nous, est-ce qu'ils ont un état d'âme? Ça, c'est la question. D'autre part, depuis hier, j'ai écouté, on a parlé de mondialisation de l'économie, on a parlé de libéralisme, on a parlé de vulgarisation des éthiques, des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Mais est-ce qu'on met à profit toutes ces nouvelles donnes pour impulser les changements qui s'imposent? Ce que nous devons éviter, quelque part, peut-être c'est voulu comme ça, c'est la balkanisation de l'Afrique. Depuis la veille de l'indépendance, c'est un principe qui serait dit à tous les niveaux. Il faut que des pays émergents comme l'Afrique du Sud nous aident à faire face à deux écueils principaux. Il y en a plusieurs, mais c'est les écueils essentiels. Comment réduire les disparités de développement entre nos États en Afrique, et surtout comment lutter contre la pauvreté et tous les vices qu'elle engendre. Et Dieu sait qu'il y a des vices qui se propulsent à cause de cette pauvreté qui est loin d'être une fatalité. Je vous remercie. Honoré de votre présence. Ma question est toute simple. Le but de ce colloque est de trouver des alternatives aux interventions militaires étrangères. Et donc, je me demande dans quelle mesure le cadre offert par les BRICS peut nous permettre justement de trouver des alternatives par rapport aux interventions militaires étrangères qui sont généralement occidentales. Je vous remercie. Au cadre de Natal des Nations Unies pour les élections de 1994 et aussi le 20e anniversaire, il y avait la commission de l'Union africaine qui avait convoqué les chercheurs pour aller trouver une solution au problème africain. Mais tout juste une observation partagée, c'est que Mbeki, Meles Zenawi, qui était de la nouvelle génération, on semble dire qu'ils nous ont déçus. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bon, Excellence, vous avez la parole. Vraiment, à la salle, je comprends votre volonté de pouvoir contribuer. Je vous remercie, mais Excellence n'a pas beaucoup de temps. Je lui donne la parole. Okay. Merci, M. Traoré. Je n'ai pas suivi les questions des autres intervenants, mais je suivi ce qu'il a demandé, mais je suis sûr que les autres qui parlaient, c'était juste faire une... c'est juste commentaire, si je me dis ça. Mais ce que vous demandez à moi, les intervenants étrangers sur le continent, si vous vous rappelez, le président de la commission de l'Union africaine, Mme Zuma, Dlamini Zuma, il a convoqué une réunion en Afrique du Sud pour faire l'armée du continent qui va aller, ça s'appelle Intervention Force africaine sur le continent. Ça, c'est quelque chose que je pense c'est très important, que s'il y a des problèmes, on n'a pas à aller amener des gens MONUSMA, tout le monde va venir ici parce que sont, plusieurs fois, les gens là, ils sont dans le continent parce qu'il y a quelque chose qu'ils cherchent ici. Je suis sûr que ce n'est pas qu'il a de l'intérêt, ils viennent ici pour leur intérêt, ce n'est pas pour l'intérêt du Malien, je suis sûr que ça. Mais ce n'est pas possible qu'on a des gens qui vont mourir dans le désert du Mali pour rien. Mon français, c'est pas bon, mais c'est clair. C'est clair. Parce que je suis sûr que vous déjà lu un document au CRS. C'était un document que ce document il a construit que le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le parc de Mauritanie, le parc de Niger, c'est une zone où il y a beaucoup de richesse minérale. Ok? Je suis sûr que l'intervention de cette armée-là sont là pour leur intérêt. Ce n'est pas pour les intérêts de Maliens. Ok? Merci. Je ne peux pas suivre votre It's okay. Ok, d'accord. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Bon, en votre nom à vous tous, je tiens à remercier Excellence pour avoir voulu nous consacrer une partie de son temps précieux. Et dans votre nom, je le remercie. Merci beaucoup. Bon, hier j'étais le premier modérateur et donc j'inaugurais un petit peu la séance. Donc je m'appelle Jean-Paul Aubeut, je suis maire d'une ville de 10 000 habitants à côté du Havre, en Normandie. Et j'ai été député à l'Assemblée nationale française pendant les années Sarkozy. Et j'étais député à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. C'est cette fameuse commission qui étudie les traités internationaux et qui les propose dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la ratification qui dure quelques secondes sur chaque traité. Mais on pourra en parler après si ça vous intéresse, dans la manière dont ça se passe. Je suis membre du Parti communiste et j'ai été aussi membre du Conseil de l'Europe à Strasbourg sur la question des droits de l'homme. J'ai été aussi membre de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Et je suis aussi fier d'être interdit de séjour au Maroc, puisque j'ai eu l'occasion de défendre à plusieurs reprises le peuple sahraoui dans l'hémicycle des Nations Unies, et à l'occasion de plusieurs actions, ce qui m'a valu ce titre glorieux de persona non grata pour le Maroc, et j'en suis vraiment très fier. Bien, on ne peut pas regarder la situation d'un pays ou d'une zone géographique sans appréhender le contexte du moment. On l'a vu au fil de ces heures de discussion,
Ce contexte est marqué par l'aggravation de la crise du capitalisme financiarisé, ça a été montré, et ses conséquences en cascade. Dans ce monde en plein bouleversement, quelques grandes puissances et leurs alliés voudraient perpétuer leur domination et n'hésitent pas à soutenir et armer des forces réactionnaires pour déstabiliser des régions tout entières. Les États-Unis tentent ainsi par tous les moyens de garder le leadership. Le monde est au bord d'une nouvelle guerre froide, a dit récemment Mikhail Gorbatchev à l'occasion des cérémonies du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Oui, mais le monde bouge, peut-être plus vite qu'on ne l'imagine. En disant cela, il ne s'agit pas de sous-estimer les dangers de la situation, mais de voir les contradictions fortes qui s'opèrent. Car la mondialisation, même dominée par la logique libérale, change la donne. Dans ce monde interdépendant, il y a de moins en moins de place à l'hégémonie d'un pays ou d'une région sur les autres. Les États-Unis s'arc-boutent, ils ont essayé de garder la main en menant une politique néoconservatrice, offensive sur le plan militaire. Et partout, nous le constatons, c'est un échec. La stratégie du chaos créateur n'engendre que des désastres. Barack Obama pourrait être tenté de modifier d'ailleurs à la marge cette stratégie. Il n'a d'ailleurs pas bombardé la Syrie en 2013, alors que la France poussait en ce sens. Le gouvernement de la France, justement, semble, lui, figé sur une position strictement néoconservatrice. Le toutou, en quelque sorte, veut être plus offensif que son maître. Mais les schémas ne fonctionnent plus aussi facilement qu'avant, la discussion de ce matin l'a montré. Ainsi, lorsque Paris intervient en Afrique, en Libye, au Mali ou en Centrafrique, la plupart des pays européens traînent les pieds. L'expérience inciterait-elle à la prudence? Dans le contexte de crise, nous assistons aux grandes manœuvres des puissances occidentales. Comme le disait Jean Jaurès, le besoin d'ouvrir à tout prix, même à coups de canon, les débouchés nouveaux pour dégager la production capitaliste encombrée comme étouffée de son propre désordre, l'emporte. Le fameux traité transatlantique négocié en secret, celui-là, entre les États-Unis et l'Union européenne, vise à faire face à la crise de débouchés que provoquent les politiques d'austérité en attisant la guerre économique pour offrir des marchés d'exportation à de grandes firmes. L'objectif est d'éliminer toutes les barrières douanières et d'harmoniser vers le bas les règles du commerce et les normes sociales, sanitaires, alimentaires et environnementales. Les États-Unis, de leur côté, négocient le traité transpacifique de libre-échange. Ce sont, ces deux traités, deux mastodontes pensés dans l'objectif de reprendre la domination sur le monde face aux pays émergents comme le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Russie. Ce projet, c'est le marché capitaliste, avec, vous le savez, l'OTAN comme gardien contre les souverainetés populaires. En cela, les choix politiques décidés par les gouvernements français sont très cohérents, lorsque Sarkozy a décidé de faire rentrer la France dans l'OTAN en 2009, par exemple. Les choix inscrits dans le livre blanc 2013 de la Défense et dans la loi de programmation militaire 2014-2019 sont très clairs. La France poursuit la professionnalisation de son armée. Elle réduit sa carte militaire, c'est-à-dire elle réduit ses implantations et ses effectifs sur son sol et dégage des moyens pour développer une armée de projection et d'ingérence. Le budget des opérations extérieures, d'ailleurs très flou, ne cesse d'augmenter et se situe aux alentours de 1,1 milliard d'euros. Et pour aller où? Essentiellement en Afrique. Pour le redéploiement de la présence militaire, par exemple, avec Barkhane. C'est le grand partage des tâches. Dans un deal implicite avec les États-Unis, la France est amenée à jouer son rôle favori, celui de régenter certaines affaires africaines, particulièrement dans son ancien précaré. Les États-Unis, qui déploient leurs efforts vers l'Asie, ne baissent pour autant pas la garde et restent très présents en Afrique. Les enjeux y sont beaucoup trop importants. La France met ainsi un doigt dans un engrenage dangereux. Elle intervient pour éteindre des incendies, et vous le savez, qu'elle a, d'une manière ou d'une autre, elle-même alimenté. Faut-il revenir sur le rôle essentiel de Paris, du Club de Paris, dans la mise en place du cycle infernal de la dette et des plans d'ajustement structurel? Ils ont participé à fragiliser, déconstruire les États, les services publics de base, produit des économies de rente et d'exportation, et dans un certain nombre de pays, conduit au délitement, y compris, ça a été montré hier, des forces armées.
Le tout, bien sûr, avec des élites cooptées par les États africains, par la puissance tutélaire, conséquence de ces politiques d'ajustement, l'absence d'infrastructures et d'industries de transformation de la matière première. Et à cela s'ajoutent des logiques encouragées de corruption, le dévoiement, l'instrumentalisation de l'aide au développement, l'outil pernicieux qui peut, dans son utilisation et peut-être à son corps défendant, aboutir à déstructurer davantage qu'il n'aide. Ce modèle imposé amène à des sociétés fortement inégalitaires où les richesses sont concentrées. Elles finissent pour une bonne part dans les rouages opaques de la finance internationale. Se met en place alors un type d'économie qui permet d'imaginer le comble, une croissance économique sans réel développement. Pour lui-même, ce résultat signe un échec flagrant des politiques de domination et d'ingérence extérieure auxquelles la France participe. Ironie de l'histoire, cela n'empêche pas les entreprises françaises présentes en Afrique de perdre des parts de marché. Il serait illusoire de croire que l'hypermobilisation du gouvernement français et l'interventionnisme militaire pourront remédier à cela. C'est sur le terreau de la mal-vie, de la misère, du chômage, des frustrations que se développent l'obscurantisme et les violences. Le cas du Mali est symptomatique. Ce terreau a été nourri pendant des décennies depuis le renversement de Modibo Keïta et les années de dictature jusqu'aux années 90-2000 marquées par l'impasse de la politique du consensus à la malienne. Ajoutez à cela la déstabilisation prévisible de la sous-région avec la guerre en Libye en 2011 et je me souviens de ce qui se disait tout à l'heure, l'armée française quand elle est allée en Libye, ce n'était pas du tout pour aller soutenir la veuve et l'orphelin en Libye, c'était pour aller assassiner Kadhafi, parce que Kadhafi, plusieurs mois plus tôt, était venu à Paris et accueilli avec tous les honneurs. Et à cette occasion-là, il avait démontré que les fonds souverains libyens incrustaient dans l'économie française et Kadhafi, avec son arrogance habituelle, a quelque peu humilié le président Sarkozy. Et je pense que ça fait partie aussi des éléments qui ont fait, ils ont utilisé, parce que pour que la France, en tout cas le peuple français, accepte une intervention militaire, il faut toujours lui montrer qu'il y a danger pour ses propres intérêts, ou alors qu'il y a danger pour les droits de l'homme d'une manière générale, et ils ont utilisé le printemps arabe et tout ça pour ce rideau de fumée pour essayer de défendre leurs propres intérêts. Et c'est évidemment sur ces capitaux, ces fonds souverains libyens, que la France s'est payée sur le trésor de guerre pour son intervention en Libye, et les conséquences étaient peut-être aussi déjà programmées sur l'utilisation possible des troupes qui avaient été armées, des groupes qui avaient été armés, et on en débat aujourd'hui à l'occasion de la question malienne. Le problème du Nord Mali, récurrent pour ce qui concerne les groupes Touareg, et plus récent pour les groupes radicaux, et voilà les ingrédients du désastre. Le paradoxe, c'est que face aux groupes narcotrafiquants criminels, je vous avoue que ce n'était pas écrit comme ça au début, j'avais mis djihadiste, mais le débat d'hier m'a fait changer un petit peu les choses. Le Mali était démuni et a dû s'en remettre à la France. Comme souvent dorénavant, c'est à l'instant T, une fois que le feu est déclenché, que les pompiers, même pyromanes, arrivent. Et je voudrais parler des traités internationaux, ça a été dit ce matin, et j'apprécie beaucoup l'ancien président Koulibaly d'avoir détaillé les annexes des traités internationaux, mais c'est vrai qu'il est urgent pour l'ensemble des pays africains d'exiger la mise à plat de ces traités internationaux, ces traités de défense. Ces traités datent de la période coloniale, post-coloniale, au moment où la France a installé elle-même un grand nombre de dirigeants et a fait signer à ces dirigeants les traités militaires. Et il est urgent vraiment d'exiger, les pays souverains africains devraient demander de renégocier ces traités, de les mettre à plat, de les annuler et de pouvoir justement assumer cette souveraineté. Et je pense que ça commence comme ça, ce débat commence à grandir un peu en France, mais voilà, il faudrait que ça arrive de tous les côtés. Le Mali ne représente pas dans l'immédiat un enjeu en termes de richesse, quoique ça a été aussi démontré. Mais c'est un lieu stratégique pour qui veut dominer la région. Quoi de mieux que cette situation réelle de chaos pour justifier la présence des forces armées étrangères, et le débat de ce matin a bien montré aussi le sens que c'est cette présence. Combattre les facteurs de violence par la seule voie militaire conduit pourtant au résultat contraire, tout le monde le sait. L'expérience le montre, partout où la guerre n'a fait qu'alimenter le terrorisme,
qu'elle était censée combattre, la solution est donc ailleurs. Le problème est que nous sommes actuellement dans une phase où, dans de nombreux endroits de la planète, à commencer par la France, avec ce que nous appelons le Big Bang territorial, le capital cherche à modeler une organisation qui colle à ses besoins au service de la conquête de nouveaux marchés pour imprégner le libéralisme au plus profond des territoires. L'objectif ultime, c'est l'affaiblissement des États au service des entreprises transnationales et son corollaire, le recul ou l'anéantissement total de la démocratie. D'une certaine manière, c'est un processus en cours dans d'autres régions et dans des contextes très différents. On pense à la stratégie Manu Militari de tentative de remodelage au Moyen-Orient, mais également au redécoupage récent, Sud-Soudan, ou encore un autre combat que j'ai mené contre la colonisation ou la recolonisation de Mayotte, pour ne prendre que ces quelques exemples. Ajoutons à cela le fait que les forces travaillent à autonomiser, voire rendre indépendants des territoires tels que le nord-est de la République centrafricaine ou le sud du Congo, et le Mali dans tout ça. Beaucoup s'interrogent sur les raisons qui motivent l'État français dans son jeu avec le MNLA. Cela est connu, le MNLA ne représente qu'une partie infime des populations du septentrion. Il est survalorisé, il est utilisé. C'est d'ailleurs à partir du territoire français qu'a été proclamée l'indépendance d'Azawad le 6 avril 2012. Pourquoi? Le problème réside dans l'existence d'un vieux contentieux avec le projet de création, vous vous en souvenez, mais j'ai le texte si ça vous intéresse, de l'organisation commune des régions sahariennes. C'était un projet de loi de 1957 qui prévoyait de détacher les territoires de l'Algérie, du Mali, du Niger, du Tchad, des zones riches, très riches de matière de ressources minières, et on voit aujourd'hui que le capitalisme n'abandonne jamais. La France a en outre, dès les années 60, encouragé les divisions entre Touaregs, principalement, et les populations sédentaires noires. Dans 4 rébellions successives, aujourd'hui, ce qui est au centre des préoccupations est le règlement politique de la situation. Avec une lourde contradiction, les mouvements armés revendiquent une autonomie du Nord, le pouvoir central, et la grande majorité du peuple malien, tient à l'unicité du pays. Dans les négociations d'Alger, Paris peut-il jouer le rôle d'arbitre alors que la méfiance est de mise, je propose, quand les ingérences passées n'ont amené qu'à des échecs? Quels sont à terme les objectifs recherchés? Est-ce une fédération du Mali dont le Nord lui échapperait progressivement afin de faire aboutir ce projet progressivement de région que l'on pourrait exploiter sans qu'il n'y ait plus d'autorité? Alors que faire pour que le Mali retrouve stabilité et développement en forme de la palissade? Mais je crois que ce sera à un moment donné aussi la conclusion peut-être de ce forum. C'est une question à laquelle doivent d'abord répondre les Maliens eux-mêmes. C'est d'ailleurs un des objectifs de notre colloque. Pour ce qui concerne notre réflexion, il va de soi qu'il s'agit de chercher à épuiser le terreau qui alimente les circuits de la violence, ce qui ramène à l'urgence d'une solution politique pour le Nord, la mise en place de dispositifs pour lutter contre les trafics illégaux, mais tout cela ne pourra se faire sans redonner espoir à la jeunesse malienne, sans répondre aux besoins humains dans un développement endogène. Si le même modèle économique et politique perdure, alors c'est l'échec assuré. En résumé, 2 visions s'opposent. La fuite en avant dans le libéralisme, et donc le chaos, ou alors une réappropriation des richesses, de la culture, de la souveraineté par les Maliens. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, il faut non seulement des leaders avec un courage politique exceptionnel, mais on l'a vu dans tous les combats et à travers le monde, que le courage politique des leaders se dessine aussi avec une pression populaire extraordinaire. En dépit de toutes les difficultés qu'il faut peut-être optimiser, regardez les luttes qui s'opèrent sur le continent. Au Burkina, on en a parlé par exemple, ou ailleurs en Amérique du Sud, où nombre de forces progressistes travaillent efficacement à une réappropriation de la dignité, de la souveraineté, et ce matin ça a été aussi montré par mon ami Dominique, des richesses du sol et du sous-sol. Là où nous pouvons être utiles, ici au Mali, mais aussi notre rôle c'est d'être utile pour le Mali en Europe, c'est pour mettre en échec les fameux accords de partenariat économique imposés par l'Union européenne aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Et mes amis et camarades allemands seront aussi utiles en Europe pour mettre en échec
ces accords, ces APE. S'ils étaient ratifiés, ils aggraveraient dangereusement la situation économique. Ils sont en quelque sorte la continuité du traité transatlantique qui est en train de se discuter entre l'Europe et les transnationales européennes et les transnationales américaines. Cette libéralisation est un outil suprême de domination car ils organisent des échanges déséquilibrés où la loi du plus fort l'emporte. Hasard des calendriers, le coup de force européen sur les APE intervient au moment où la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement tire la sonnette d'alarme. Selon l'agence, la libéralisation a eu un impact majeur, réduisant une des ressources des revenus les plus importantes des pays en voie de développement. L'agence propose au contraire de renforcer la fiscalité, de renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Non, 1000 fois non, le Mali ne doit pas ratifier ces APE, c'est une lutte que nous pouvons et que nous devons mener en commun. Pour terminer, quant aux stratégies de développement menées par les différents acteurs, nous voyons bien qu'elles sont un échec au regard des investissements mis en place et des sommes dépensées. La question qui se pose est la suivante. Comment peut-on accompagner les acteurs du développement? La politique de guichet et le nombre conséquent d'intervenants brouillent considérablement le message. Pour ce qui concerne l'aide française, aide directe, indirecte, projet mené par l'Agence française de développement, coopération décentralisée censée être pilotée par Cités Unies France, coopération associative, les ONG, les outils de régulation et d'évaluation, les projets ne sont pas suffisamment mis en œuvre. Il conviendrait de resserrer l'aide publique au développement, de la rendre plus transparente, mais c'est d'une manière générale l'utilisation des fonds publics, il faut toujours rendre plus transparent. Et cette même remarque vaut pour l'aide octroyée par l'Union européenne. Et il faudra également travailler directement avec les acteurs de terrain et moins avec les ministères. En outre, l'aide de la diaspora malienne semble de fait beaucoup plus efficace parce que plus précise et plus évaluable. Mais elle reste, vous le savez bien, très limitée. Nous devons ensemble reprendre un vaste travail pour développer des échanges politiques au sens large du terme, c'est-à-dire le travail des idées contre les forces qui nous mettent dans cette situation. Travail des idées entre les forces progressistes, les forces politiques de pensée et syndicales. Nous portons l'exigence de relations internationales fondées sur le droit international, l'égalité entre les peuples, le partage des richesses et le développement humain durable et écologique. La quête constante de paix, de solidarité et de justice telle que la Charte des Nations Unies les a posées comme principe moteur. C'est ce combat pour la paix et la solidarité que mène le Parti communiste français. Et c'est cette orientation que la France aurait les moyens de promouvoir en sortant de l'OTAN, en recouvrant sa pleine souveraineté en matière de politique extérieure, en étendant le champ de ses partenariats bi- et multilatéraux visant la réduction des inégalités, l'instauration de biens communs universels et en contribuant à replacer une ONU démocratisée au centre du jeu international. L'Afrique, vous l'avez dit, a tous les atouts pour s'en sortir. Et au moment où tous les regards intéressés se tournent vers le continent, la France aurait tout à gagner à changer de paradigme en termes de résolution de conflits, de développement et de coopération. Il y a besoin de changements profonds au cœur des échanges internationaux basés sur une politique de développement. La question du rôle des entreprises transnationales doit être clairement posée. Certaines d'entre elles apparaissent comme de principaux facteurs de déclenchement et de perpétuation des conflits. Ça a été montré ce matin par un camarade de survie, et des coups de force, des crimes économiques ayant des conséquences désastreuses du point de vue des droits de l'homme. Il faudrait agir auprès de l'ONU, comme le propose le Parti communiste français depuis l'année 2003, pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale qui établirait le rôle et les responsabilités de tous les acteurs, dont les transnationales, dans la déstabilisation des États et le déclenchement des conflits en Afrique. La prise en compte effective des éléments qui ressortiraient d'une telle commission d'enquête nécessiterait sans doute une réforme démocratique et progressiste du droit international et notamment des textes fondateurs de la Cour pénale internationale, à défaut de laquelle les institutions dans lesquelles ils s'incarnent se discréditeront chaque jour davantage. En guise de clin d'œil et de conclusion, je citerai les propos repris par mon ami qui était à Bamako au début de ce mois, Patrice Pessac, nouveau maire de Montreuil, lors des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il disait « Pour bannir les guerres, faisons de l'économie la science du partage ». Voilà, merci à vous. Au niveau du Parti communiste français, qu'ils m'ont cherché parce que simplement j'avais une connaissance.
Et on faisait des émissions sur la stratégie africaine de création et de rétention de richesses. Ils ont cru que le futur, c'est dans ça. Donc, ouais, vous pouvez aller. Ouais. D'accord. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour faire l'analyse de la situation de la globalisation depuis 1944, quand à Bretton Woods, l'Organisation des Nations Unies a convoqué une réunion. Et à cette réunion, qui était essentiellement sur la finance, c'était une conférence sur la finance et la monnaie, il y a le système commercial et le système financier qui a été lancé à partir de là. Et ça a été lancé sur la base de l'insécurité économique, caractérisée par la discrimination économique et la guerre commerciale, était la base des deux guerres mondiales. Donc, théoriquement, on devrait tout faire avec la globalisation de l'économie, du corps entrepreneurial économique, pour éviter l'insécurité économique. Et c'est ainsi que, en juin 1945, ils se sont réunis à San Francisco pour approuver la Charte des Nations Unies. Et cette Charte des Nations Unies, essentiellement, je rappelle deux chapitres. Bon, la matière rappelle le chapitre 8, mais le chapitre 9, l'article 55, parlait beaucoup plus de la coopération sociale et économique internationale. Donc, pour éviter que le système financier et le système commercial qui étaient mis en place, que ça soit dans le cadre où au moins il y a une coopération économique et sociale qui permet d'éviter l'insécurité économique. Là-bas, on peut aussi faire référence au PTF, les APE, comme vous venez de l'indiquer. Nous, à l'époque, quand on faisait nos débats en 2008, on avait dit comment c'est fait que le système financier et commercial qui a été mis en place a permis de faire de l'Afrique un très bon élève en matière de création de croissance économique globale. Mais qu'en même temps, le partenariat mondial pour le développement a fait de l'Afrique, sur le tableau de l'indice de développement humain, la plus grande concentration des États africains se trouve dans la basse classe de l'indice de développement humain. Ce qui veut dire concrètement que nous sommes en Afrique face à une situation paradoxale de très bons élèves en création de croissance économique et de très mauvais élèves en développement humain. Pour un économiste, ce n'est pas possible. Maintenant, nous allons creuser pourquoi ça a été le cas. Donc, la vallée, le bras gauche, c'est fait des institutions de Bretton Woods. Le bras droit, c'est fait des institutions de l'Organisation des Nations Unies, les agences spécialisées, les PTF et tout. Et maintenant, la création de la croissance économique a lieu où? Au niveau des sociétés multinationales étrangères, qui ont une culture d'entreprise distincte qui permet de faire de l'Afrique un bon élève en création de croissance économique, mais à l'aide de rétention de richesses odieuses en défaveur des parties prenantes qui sont les États africains et les populations des pays autres de ces multinationales étrangères. En fait, le système financier a été fait de telle manière que l'accès aux flux de crédit à l'investissement dans la co-entreprise, par exemple aurifère ou ranifère et autres, est réservé exclusivement à cette société multinationale étrangère enregistrée le plus souvent dans un paradis fiscal et qui ne se fonde pas, l'accès au crédit ne se fonde pas sur l'étude de faisabilité ni sur l'étude de l'impact économique, social, environnemental. Parce que normalement, si les choses se faisaient comme il faut, l'accès au crédit devait dépendre des résultats de l'étude de faisabilité. Mais plutôt, ici, l'exclusivité revient, c'est là où il y a la particularité de la culture d'entreprise distincte qui est à la fois croissance, mais mal développement ou au moins un développement humain qui n'est pas acceptable. Donc,
sont des sociétés multinationales. Elles sont aidées par le système financier et commercial sous l'égide des institutions de Bretton Woods. Et généralement maintenant, les États africains sont endettés pour les infrastructures qui vont vers les mines et des mines vers le port et pour les infrastructures sociales. Donc, en réalité, l'État dans les co-entreprises avec la société multinationale, l'État est toujours minoritaire. Si vous prenez au Mali, nous avons 9 000 d'or industriels qui fait du Mali un État qui brille, mais qui est à la 52e place de l'indice de développement humain parce que simplement les 20% que le Mali a, souvent d'abord l'argent, le capital d'investissement vient d'un prêt consacré donné par la SME qui est sa partenaire stratégique, qui contrôle la production, toute la chaîne de valeur, l'exportation, la gestion du stock, et c'est la SME qui est enregistrée sur le marché financier international avec les spéculations, et le Mali est exclu d'être présent sur le marché financier international et qui joue sur les réserves ou les ressources dépendant des mines d'or, et ça peut augmenter la valeur de la société multinationale étrangère. Donc tout est fait pour que réellement nous puissions briller, mais être ce que nous sommes au niveau du tableau. Mais cela a été possible parce qu'il y a des organisations de culture d'attitude déviante. Il y a une coalition des fonctionnaires civils et militaires contre la constitution de nos nations, contre les lois, contre le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, nous sommes complices de ce système financier, de cette culture d'entreprise, et c'est pourquoi nous les mettons comme le versant gauche des organisations de culture d'attitude déviante, et qui ont détruit maintenant les familles africaines qui avaient une valeur sociale dans le temps. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un peu des gens qui se trouvent ailleurs. Mais dans le fond de la vallée encore, vous avez les sociétés secrètes et les ordres. Ordre d'avocats, ils sont tous au service de la SME, la Société multinationale étrangère. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'Afrique, ses ressources extractives qui sont sous cette culture d'entreprise distincte qui crée de la richesse, mais on n'arrive pas à la retenir. Il y a les organisations mobiles d'extrémisme violent, particulièrement dans le Sahara malien, qui sont dans le transit de la drogue, la prise des otages et autres. Donc, si vous voulez finalement, cette vallée qui existe ici, c'est une vallée de globalisation du co-entrepreneuriat à déviation fondamentale avérée du point de vue financier. Aussi bien déviation fondamentale avérée de la part des institutions de Bretton Woods, de la part du système des Nations Unies que j'ai servi pendant 30 ans, que ce soit le PNUD, l'UNICEF et tout, mais aussi de nos propres, ceux qui sont partis à l'école, la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, qui sont dans les organisations de biens, nos chefs d'État qui sont sous emprise du cartel bancaire supranational, donc dans les sociétés secrètes France-Afrique et autres, comme vous voulez, mais en même temps aussi des organisations mobiles d'extrémisme violent. Mais la chance qu'il y a, c'est la diaspora intellectuelle, c'est pour notre localité que le président Mamadou Koulibaly a voulu expliquer. C'est-à-dire que nous sommes partis partout. On a fait la France, on a fait l'Union soviétique, on a fait les États-Unis, on a fait les meilleures universités, et en Afrique et ailleurs. Et nous sommes revenus. Nous nous identifions de plus en plus de la diaspora, c'est-à-dire là où les SME sont, ils sont dans des communautés de localités riches, d'abord en terres agricoles, minières, gazières, pétrolières, minérales, et ainsi de suite. Nous sommes en train de dire qu'il faut développer le nationalisme des ressources, que Ernest Young a identifié comme le risque numéro 1 maintenant contre la présence de ces SME. C'est-à-dire qu'on ne va plus accepter qu'une société multinationale avec l'État en co-entreprise vienne déposséder nos parents de nos terres agricoles et minières. Parce que quand on vous donne un permis et des licences, ça veut dire que la population locale n'a plus le droit de faire ni de l'agriculture, ni de l'orpaillage, ni de faire quoi que ce soit sur le territoire qui a été donné en permis. Nous disons que nous réclamons le droit de surface entier sur notre territoire. Et si vous venez chez nous,
Vous allez descendre, par exemple, avec le cas de l'or, je vais illustrer tout ça. L'or de surface reste la responsabilité des orpailleurs de la communauté de localité. Et ils vont aller avec une nouvelle technologie jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et les entreprises multinationales qui sont en co-entreprise ne doivent plus être avec l'État seulement, mais ils doivent être selon une norme que nous avons définie, 4S, je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais où nous disons que 45% du capital d'investissement revient aux investisseurs maliens, 15% pour des investisseurs qui sont africains, mais autres que maliens, naturellement, et 40% pour des investisseurs qui sont du reste des Nations Unies, autres qu'africains. Donc, désormais, et eux, ils vont aller à partir de 80 mètres pour aller chercher l'or, parce qu'on peut aller chercher 100 mètres, on a visité certaines mines d'or dans cette condition. Donc, en réalité, ce sont les communautés de localité qui vont définir désormais comment la globalisation du co-entrepreneur économique va se passer. Ce n'est plus l'armée française. C'est vrai que la France avait pensé qu'il peut créer la compagnie minière de France, avec un de vos autobans qui est parti, hein, qui avait voulu que ça soit ainsi, et en même temps les économies sécuritaires et militaires vont dominer d'autres aspects. Je crois que c'est une erreur parce que Yves Le Drian, si vous l'écoutez comme il faut, il a été très clair. Il a dit, nous avons 3 ennemis au Mali, dans le Sahara malien. C'est la température, c'est la distance, mais le plus redoutable, c'est la communauté de localité qui permet de dissimuler les combattants. On vient, on les trouve en train de boire du thé, alors que ce sont les combattants qui sont en train de chercher parce que ce sont eux qu'on combat. Donc, en fin de compte, ils ne seront plus jamais, parce que les communautés de localité étant victimes de cette vallée de déviation augmentale avérée, ils ne peuvent en aucune manière être des partenaires des forces comme Serval ou comme Barkhane à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire simplement l'armée française qui pilote Barkhane est en position de faiblesse parce que simplement nous savons que toutes les communautés de localité frontalières au Sahara sont maintenant beaucoup plus en réponse à la demande des organisations mobiles d'extrême violents qui leur offrent des alternatives d'emploi et de richesse, et dans la drogue ou dans les prix d'otages et autres. Donc, c'est extrêmement important que nous gardons à l'esprit que la globalisation, la forme que c'est en train de prendre, que je suis d'accord avec vous, que la France doit commencer à réviser sa stratégie pour être sûr qu'il va être dans les 40% du capital d'investissement et non pas par la force, mais plutôt par la persuasion que Areva c'est la meilleure multinationale étrangère du point de vue iranien. Donc, toutes les productions uranifères en Afrique, Areva peut être une partenaire stratégique et avoir de 10% ou 15% ou 20% de ces 40%. Mais si c'est pour continuer avec ce qu'ils font avant, ce n'est plus possible. Le Mali, la crise sociale globale et sécurité du Mali va être une opportunité pour le monde entier de s'extirper de cette vallée de déviation augmentale avérée de globalisation et d'aller vers un développement durable des États qui sont capables de répondre à la demande du citoyen. Et la demande du citoyen, c'est quoi? C'est la dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, et relancer la croissance économique selon une vision de globalisation du co-entrepreneuriat qui est axée sur la prospérité partagée dans la stabilité de la paix et de la sécurité. Et ça, les États-Unis ne peuvent plus, les États-Unis rester là-bas, c'est leur tour de descendre. L'Afrique devient la région de croissance économique globale, l'Afrique devient la région de croissance démographique globale, et l'Afrique, de façon historique, est pour une vision de prospérité partagée. Et si vous continuez à lire dans la pensée des uns et des autres, depuis le 27 mai, il y a eu une conférence à Londres où les financiers ont dit si nous continuons comme la crise de 2008, la crise financière, l'économie mondiale risque de